En mai 1574, l'armée espagnole referme ses lignes autour de Leyde. La ville compte environ 15 000 habitants. Elle n'a pas de garnison militaire significative. Ses murailles sont vieilles, ses réserves de nourriture limitées et l'armée qui l'encercle est la plus redoutable d'Europe. Les tercios espagnols, les soldats professionnels qui ont battu les Français à Saint-Quentin, les Ottomans à Lépante et qui ont passé 6 ans à pacifier les Pays-Bas dans le sang et la terreur. Le commandant espagnol envoie Titund un émissaire. Le message est simple, rendez-vous maintenant et vous aurez la vie sauve. Résistez et ce qui est arrivé à Naarden et à Haarlem vous arrivera aussi. Naarden, rasé, massacré, effacé de la carte en novembre 1572. Haarlem, assiégé pendant 7 mois, capitulé en juillet 1573. 2000 défenseurs exécutés après la reddition malgré les promesses espagnoles. Le bourgmestre de Leyde, Pieter Adriaenzoon van der Werf, reçoit l'émissaire. Il connaît le sort de Naarden, il connaît le sort de Haarlem, et il refuse. Ce qui se passe dans les 130 jours suivants est l'une des histoires de résistance les plus extraordinaires de l'histoire européenne. Une histoire qui mêle la famine, la décision politique, l'ingénierie hydraulique et un pari géopolitique d'une audace absolue. Et derrière la résistance d'une ville, il y a une mécanique économique et systémique que l'histoire populaire n'a presque jamais racontée. Leyde ne résiste pas par héroïsme spontané. Leyde résiste parce que les habitants ont compris quelque chose que les Espagnols n'ont pas compris, que la reddition est aussi une forme de mort, plus lente, plus certaine et sans dignité. Pour comprendre le siège de Leyde, il faut comprendre ce que les Pays-Bas sont en train de vivre depuis 1566. Et pourquoi une ville de tisserands et de marchands choisit de mourir de faim plutôt que de se soumettre à l'empire le plus puissant du monde. Les Pays-Bas, de la seconde moitié du XVIe siècle, sont la région la plus riche et la plus urbanisée d'Europe du Nord. Leurs villes, Amsterdam, Anvers, Bruges, Gand, Leyde, sont des centres manufacturiers et commerciaux dont la prospérité repose sur le textile, le commerce maritime et les réseaux financiers qui connectent la Baltique à la Méditerranée. Leyde elle-même est connue dans toute l'Europe pour ses draps de laine, des tissus de qualité exportés vers l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les marchés méditerranéens. Cette prospérité est le fondement de la révolte. Les villes néerlandaises paient des impôts colossaux à la couronne espagnole. Les Pays-Bas sont la vache à lait financière de l'empire de Philippe II, générant des revenus qui financent les guerres espagnoles en Méditerranée, en Italie et en Amérique. En échange, les bourgeois néerlandais attendent des garanties, des privilèges commerciaux, une autonomie administrative, une tolérance relative envers les nouvelles religions protestantes qui se répandent depuis l'Allemagne. Philippe II refuse ces attentes. Dévot catholique rigide, convaincu que l'hérésie protestante est une menace existentielle pour son empire et pour son âme, il envoie en 1567 le duc d'Albe aux Pays-Bas avec une armée de 10 000 soldats et des instructions claires: écraser la révolte, extirper l'hérésie, rétablir l'autorité absolue de la couronne. Le duc d'Albe crée le Conseil des troubles, immédiatement surnommé le Conseil du sang par la population néerlandaise. En 6 ans, ce tribunal expéditif juge plus de 12 000 personnes pour rébellion et hérésie. Environ 9 000 sont condamnés. Environ 1 000 sont exécutés, parmi lesquels les comtes d'Egmont et de Horn, 2 grands seigneurs des Pays-Bas, dont l'exécution publique sur la Grande Place de Bruxelles en juin. 1568 transforme la révolte politique en guerre d'indépendance nationale. La terreur du duc d'Albe produit l'effet inverse de celui qu'il recherche. Elle ne décourage pas la résistance, elle la radicalise. Elle transforme des protestants modérés en combattants déterminés, des bourgeois prudents en partisans d'une rupture définitive avec l'Espagne, et des villes qui auraient peut-être accepté un compromis en forteresse, résolus à tenir jusqu'au bout. Guillaume d'Orange, Guillaume le Taciturne, émerge comme le leader de cette résistance. Issu de la haute noblesse, ancien favori de Charles Quint,
il a choisi le camp de la révolte après l'arrivée du duc d'Albe. Son titre de Statthalter, gouverneur au nom de la couronne, lui confère une légitimité institutionnelle que les autres chefs rebelles n'ont pas. Mais en 1574, ses ressources militaires sont maigres et ses victoires rares. La résistance néerlandaise s'organise autour des villes. Chaque ville qui tient est une forteresse logistique, une base de ravitaillement, un symbole politique. Chaque ville qui tombe affaiblit le réseau entier. Et en 1574, après la chute de Haarlem, Leyde est la prochaine. Leyde, en 1574, est une ville de tisserands. Sa richesse vient du drap, des ateliers où des centaines d'artisans cardent, filent, tissent, teignent et finissent les laines importées d'Angleterre et d'Espagne pour les transformer en tissus que les marchands exportent vers toute l'Europe. C'est une économie urbaine dense, spécialisée, dépendante des importations de matières premières et des exportations de produits finis. C'est aussi une ville profondément calviniste. La Réforme a transformé Leyde en une communauté religieuse soudée, des hommes et des femmes qui lisent de la Bible dans leur langue maternelle, qui ont choisi leur foi contre la volonté de l'Empire et qui savent ce que la victoire espagnole signifie concrètement. L'Inquisition, les tribunaux du duc d'Albe, la destruction de leur communauté religieuse. La géographie de Leyde est à la fois sa faiblesse et, potentiellement, son atout. La ville est construite dans un delta fluvial, le confluent du Vieux-Rhin, et de plusieurs canaux et bras d'eau qui irriguent la plaine poldérisée autour d'elle. Elle est entourée d'eau, traversée de canaux posés sur une terre gagnée sur la mer par des générations de travaux hydrauliques. Et au-delà des murailles, la plaine qui s'étend jusqu'à la mer, à environ 12 km à l'ouest, est une terre de polders maintenue au sec par un réseau complexe de digues et de pompes à vent. Cette géographie sera la clé de tout. Quand les Espagnols établissent leur blocus en mai 1574, ils construisent un réseau de redoutes, des positions fortifiées reliées par des tranchées et des palissades qui coupent dans toutes les routes d'accès à la ville. Le réseau est conçu pour empêcher toute tentative de ravitaillement par voie terrestre. La faim est l'arme principale. Les Espagnols n'ont pas besoin de prendre la ville d'assaut. Ils ont juste besoin d'attendre que la famine fasse le travail. C'est une stratégie économiquement rationnelle. Un assaut coûte des hommes chers, des soldats professionnels, difficiles à remplacer, qui peuvent mourir sous les murailles face à des défenseurs désespérés. Un blocus coûte du temps, mais préserve les forces espagnoles. Et le temps joue contre Leyde. Ses réserves alimentaires sont limitées et ne peuvent pas être renouvelées. Les premières semaines du siège sont supportables. Les réserves accumulées avant la fermeture du blocus, grains, légumes secs, viande salée, fromage, permettent de maintenir un rationnement serré mais suffisant. La population souffre, mais elle tient. Puis, les réserves commencent à fondre. En juillet, le pain ordinaire a disparu. On mange du pain d'orge, puis du pain de son, puis des galettes faites de tout ce qu'on peut moudre, des racines, des feuilles, de l'écorce d'arbres broyés. Les chats disparaissent des rues, consommés. Les chiens disparaissent. Les rats deviennent une ressource alimentaire recherchée. On fait bouillir les cuirs des chaussures, les reliures des livres, les courroies des outils pour en extraire une substance gélatineuse qui trompe la faim sans vraiment la satisfaire. Les malades meurent en premier, ceux dont les corps n'ont pas les réserves nécessaires pour résister à la restriction calorique sévère. Puis les vieillards, puis les enfants en bas âge. La peste qui circule déjà dans les Pays-Bas s'installe dans la ville affaiblie. Des corps mal nourris n'ont aucune résistance aux épidémies. En août et septembre 1574, la mortalité dans Leyde atteint des niveaux terrifiants. 6 000 personnes, soit environ un tiers de la population de la ville, mourront pendant le siège et ses suites immédiates. La résistance psychologique est mise à l'épreuve d'une manière que les stratèges militaires modernes qualifieraient de guerre d'attrition morale. Les Espagnols, depuis leur position, lancent par-dessus les murailles des pamphlets et des messages qui décrivent en détail la nourriture abondante disponible de leur côté, le pain frais, la viande, la bière. Ils promettent clémence et ravitaillement à quiconque ouvrira les portes.
Ils exhibent délibérément, depuis leur ligne, des scènes de festin calculées pour être visibles depuis les remparts. Des voix s'élèvent dans la ville pour négocier. Pas des lâches, des hommes pragmatiques qui calculent que la mort certaine par famine est pire que la reddition aux conditions espagnoles. Des pétitions circulent, des délégations se forment pour demander au bourgmestre d'envisager des pourparlers. C'est à ce moment que Pieter van der Werf prononce ce qui deviendra l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire néerlandaise. Face à la foule qui le presse de capituler, il ouvre sa veste et dit, selon la tradition, peut-être embellie par les siècles, « Voici mon corps, partagez-le entre vous si vous avez faim, mais tant que je vivrai, je ne livrerai pas cette ville. » Le bourgmestre tient, et la ville tient avec lui, non pas parce que tous les habitants sont des héros, mais parce que le souvenir de Naarden et de Haarlem reste plus fort que la faim. La reddition n'est pas une survie garantie. C'est une mort différée, dans le déshonneur, à la merci de promesses espagnoles que tout le monde sait ne pas valoir le papier sur lequel elles sont écrites. À La Haye, Guillaume d'Orange regarde Leyde mourir lentement et cherche une solution que ses généraux jugent impossible. L'armée de secours qu'il tente de constituer est insuffisante pour affronter les tercios espagnols en terrain ouvert. Toutes les tentatives de percer le blocus par voie terrestre ont échoué. La première armée de secours, envoyée en mai, a été repoussée après avoir subi de lourdes pertes. Une deuxième tentative en juillet tourne court face à la résistance espagnole. Il reste une option que tout ingénieur hydraulique des Pays-Bas considérerait comme une folie ou comme un génie selon les circonstances. Les Pays-Bas existent parce que des générations de Néerlandais ont arraché leurs terres à la mer. Le réseau de digues qui maintient la plaine entre Leyde et la mer à l'abri des inondations est l'œuvre de siècles de travail collectif. Sans ces digues, la plaine serait sous les eaux, ou du moins sous une eau suffisamment profonde pour rendre tout déplacement terrestre impossible. Guillaume d'Orange propose de percer les digues. Si les digues entre la mer et Leyde sont ouvertes, la mer envahit progressivement la plaine, noyant les positions espagnoles ou les forçant à se retirer vers les zones plus élevées. Et si des bateaux à fond plat peuvent not y naviguer sur cette plaine inondée, une flotte de ravitaillement peut atteindre Leyde par voie d'eau là où une armée terrestre ne peut pas passer. Le plan est approuvé. En août 1574, des équipes de sapeurs commencent à percer les digues à l'ouest de Leyde. 16 digues principales sont ouvertes en plusieurs points, créant une inondation contrôlée qui progresse lentement vers l'est, vers les lignes espagnoles. L'opération prend des semaines, la progression de l'eau est lente, tributaire des marées et des vents. Les Espagnols, dans leur redoute, voient même l'eau monter autour d'eux. Certaines positions sont abandonnées, d'autres tiennent, les soldats dans l'eau jusqu'aux genoux, incapables de manœuvrer mais refusant de reculer. Le commandant espagnol, Valdez, hésite. Faut-il se retirer et perdre le blocus ou tenir et risquer de voir son armée noyer? Dans Leyde, on voit l'eau monter dans la plaine au-delà des murailles. On voit les positions espagnoles s'isoler les unes des autres. L'espoir revient, mais la famine continue. Les réserves sont épuisées depuis longtemps. Les gens meurent encore chaque jour. L'eau monte, mais pas encore assez pour les bateaux de secours. Les gueux de mer, les pirates calvinistes qui mènent la guerre navale contre l'Espagne depuis 1572 sous la bannière de Guillaume d'Orange, constituent la flotte de secours. Ce ne sont pas des soldats réguliers, ce sont des corsaires, des marins marchands convertis à la guerre de course, des hommes habitués à naviguer dans les eaux peu profondes de la côte néerlandaise sur des bateaux à fond plat capables de flotter dans quelques décimètres d'eau. La flotte de secours, 200 bateaux selon les sources, peut-être moins, peut-être plus, attend à l'embouchure des digues que l'eau soit suffisamment haute pour progresser. Pendant des semaines, elle attend. Le vent ne coopère pas, sans vent d'ouest puissant. Les eaux de mer ne pénètrent pas assez loin dans les terres. La flotte est immobilisée sur une eau trop peu profonde pour avancer. Dans Leyde, chaque jour d'attente tue. Les habitants grimpent sur les remparts pour regarder la plaine inondée et chercher les voiles des bateaux de secours. Ils ne voient rien.
où il voit les mâts à l'horizon, immobiles, bloqués par une eau insuffisante. Puis, dans la nuit du 1er au 2 octobre 1574, le vent tourne. Une tempête d'ouest s'abat sur la côte, poussant des masses d'eau de mer vers l'intérieur des terres. Le niveau monte de plusieurs décimètres en quelques heures. Les bateaux de secours, qui attendaient immobiles depuis des jours, commencent à bouger. La progression est encore lente. Les bateaux naviguent littéralement sur des champs, à travers des vergers submergés, en évitant des arbres qui dépassent encore de l'eau. Les marins guettent les fondations des redoutes espagnoles qui émergent çà et là. Certaines sont encore défendues par des soldats espagnols qui tirent depuis leurs positions isolées sur les bateaux qui passent. D'autres sont abandonnées. Les soldats ont fui vers des zones plus élevées plutôt que d'être noyés. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, les positions espagnoles autour de Leyde s'effondrent les unes après les autres. Valdez, le commandant espagnol, donne l'ordre de retraite générale. L'armée qui tenait Leyde depuis 130 jours bat en retraite dans l'obscurité, laissant derrière elle ses positions, ses équipements et les restes de ses provisions. Les premiers bateaux de secours atteignent les portes de Leyde au petit matin du 3 octobre. 1574. Ils transportent du pain, du hareng blanc, des oignons. La nourriture la plus simple du monde, chargée comme un trésor sur des bateaux qui ont navigué sur des champs inondés pour l'apporter à des gens qui mouraient de faim depuis des semaines. La scène qui se déroule aux portes de Leyde ce matin-là, les habitants squelettiques qui reçoivent les premiers pains, qui pleurent en mangeant, qui s'effondrent d'épuisement après que la tension de mois de résistance se relâche d'un coup, est l'une des images les plus poignantes de l'histoire néerlandaise. Elle est gravée dans la mémoire collective des Pays-Bas, avec une intensité que les siècles n'ont pas effacée. Guillaume d'Orange, en récompense de la résistance de Leyde, offre à la ville le choix entre deux cadeaux, une exemption d'impôts pour plusieurs années ou une université. Leyde choisit l'université. Ce choix est révélateur de la culture de la ville et, plus largement, de ce que la révolte néerlandaise est en train de construire. Une exemption fiscale soulagerait les habitants immédiatement. Une université construirait quelque chose de plus durable, une institution de formation intellectuelle, de production de savoir, d'attraction des cerveaux européens dans une ville qui a démontré sa capacité à résister. L'Université de Leyde est fondée le 8 février 1575, 4 mois après la levée du siège. Elle deviendra l'une des grandes universités européennes des 16e et 17e siècles, attirant des savants protestants persécutés en France, en Angleterre, en Allemagne, formant des médecins, des juristes, des théologiens, des philosophes qui diffuseront dans toute l'Europe les idées nouvelles d'un siècle en transformation. Hugo Grotius, le père du droit international, étudie à Leyde. René Descartes y enseigne. Rembrandt y naît et y passe ses années de formation. L'Université de Leyde devient le cerveau intellectuel de la République néerlandaise, qui émerge de la révolte, une institution qui symbolise ce pourquoi la ville a choisi de mourir de faim. Non pas seulement la liberté religieuse, non pas seulement l'indépendance politique, mais la liberté de penser. La résistance de Leyde n'a pas seulement sauvé une ville, elle a contribué à sauver la révolte néerlandaise dans son ensemble. L'Espagne de Philippe II est en 1574 l'empire le plus puissant du monde. Ses tertiaux sont imbattables sur les champs de bataille européens. Ses finances reposent sur l'argent des mines du Potosi, les plus productives que le monde ait jamais vues. Ses armées ont pacifié les Amériques, battu les Ottomans à l'épante et terrorisé les Pays-Bas pendant 6 ans. Et pourtant, une ville de 15 000 tisserands calvinistes arrête ses armées pendant 130 jours et force une retraite. Comment? La réponse n'est pas militaire. Elle est systémique. Premièrement, la structure d'incitation des défenseurs. Les habitants de Leyde savent ce qui les attend en cas de reddition. Naarden et Haarlem l'ont démontré. La reddition ne garantit pas la survie. Elle garantit simplement une mort différente. Dans ce contexte, résister jusqu'au bout, même en mourant de faim, est rationnellement défendable. Il n'existe pas de scénario de reddition crédible qui soit préférable à la résistance.
Deuxièmement, la géographie comme multiplicateur de force. Les Pays-Bas sont le seul endroit en Europe où une armée peut être noyée par l'ouverture de vannes. Cette géographie transforme la faiblesse néerlandaise. Pas d'armée régulière suffisante, pas de cavalerie, pas d'artillerie de campagne, en force. Elle neutralise la supériorité militaire espagnole en rendant le terrain lui-même hostile aux tercios. Troisièmement, le réseau de résistance. Leyde ne résiste pas seule. Elle résiste dans le cadre d'une structure politique et militaire que Guillaume d'Orange a construite. Les gueux de mer, le soulèvement de 1572 qui a ouvert des ports aux rebelles, les réseaux financiers qui permettent de payer des mercenaires. Tout cela forme un système qui peut mobiliser des ressources que les Espagnols ne contrôlent pas. Quatrièmement, l'asymétrie des coûts. Pour l'Espagne, le siège de Leyde est une opération parmi des dizaines dans une guerre qui s'étend sur plusieurs continents. Pour Leyde, c'est une question de survie totale. Cette asymétrie, ce que les théoriciens de la guerre appellent l'asymétrie de l'enjeu, donne aux défenseurs une résilience que les assiégeants ne peuvent pas égaler. La levée du siège de Leyde en octobre 1574 est un tournant de la guerre d'indépendance néerlandaise. Elle démontre que l'Espagne, malgré sa puissance militaire écrasante, ne peut pas étouffer méthodiquement toutes les villes des Pays-Bas si ces villes choisissent de résister, et si un soutien extérieur, même aussi improbable que des bateaux naviguant sur des champs inondés, peut leur être apporté. Les Pays-Bas tiendront. La République des Provinces-Unies sera officiellement fondée en 1581. En 1648, le traité de Westphalie reconnaîtra formellement son indépendance, après 80 ans de guerre. 80 ans. Commencé sur les murailles de Leyde, où un bourgmestre a ouvert sa veste et proposé son corps à des gens qui mouraient de faim. Le pain et le hareng blanc arrivent toujours, si on tient assez longtemps.